23 ans, j'ai eu un diagnostic de la maladie de Crohn. Ça a changé la trajectoire parce qu'à ce moment-là, je sortais de l'université, j'étais remplie d'espoir, d'optimisme. Je voyais ma vie, là, je l'avais comme un peu dessinée dans ma tête ou planifiée. Je me voyais avoir des enfants, une famille, une carrière dans le monde de l'éducation. C'est dans ce monde-là que j'ai fait mon parcours académique. Et puis, du jour au lendemain, les médecins m'annoncent non, tu as une maladie chronique, ça va changer le cours de ta vie. Puis quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pour à peu près 15 minutes. Puis après ça, il y a comme un genre d'élan de je sais pas d'où c'est sorti, mais qui m'a fait comme OK, ben ça c'est la nouvelle réalité, let's go. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on va trouver pour répondre à notre nouvelle réalité? Puis au début, c'était OK, je vais me fier aux experts qui sont là, qui me proposent une voie au moins qui n'est pas la mort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens encore avec un nouvel épisode et une nouvelle histoire, une nouvelle femme qui est avec moi aujourd'hui et qui a accepté d'être mon invitée. Aujourd'hui, je reçois Sarah Plouffe, une coach en développement personnel, mais pour l'accompagnement des femmes de leur accomplissement. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait tellement plaisir d'être ici. Merci à toi, Sarah, de m'avoir invitée. J'écoute tes podcasts et je me sens toujours interpellée. Il y a toujours un lien qui nous tisse entre femmes quand on entend l'histoire des autres femmes. C'est tellement inspirant. Donc, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi. Merci beaucoup, Sarah. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, justement, c'est vraiment le but du podcast, c'est de créer cette connexion, mais aussi de raconter les histoires ou de dire c'est qui la femme derrière cet entrepreneur, la femme, qu'est-ce qu'elle a dépassé comme défi, puis de se reconnaître aussi dans nos histoires parce que chacune de nous, elle passe par des moments difficiles, elle passe par des défis, puis des fois, on se sent seul dans ce parcours-là. Donc, autant, ça me fait vraiment plaisir que ça t'interpelle, puis j'espère que ça interpelle aussi d'autres femmes. C'est pas toujours ce qu'on partage plus facilement, hein, nos défis, les passes là, dans notre vie où ça a été plus difficile. On a plutôt tendance, avec les médias sociaux en plus, à vouloir bien paraître, puis avoir l'air de la personne qui est en plein contrôle de la situation. Mais je pense que la croissance et tout le momentum qu'on peut créer à travers la reconnaissance de nos défis, moi, personnellement, c'est là que j'ai découvert mes plus grandes forces à travers mes plus grands défis. Wow. Effectivement, c'est vraiment ces défis-là qui nous drive et qui nous poussent vers se reconnaître. Tu sais, je le dis souvent dans mes conférences et puis dans des ateliers que j'anime, il y avait une citation de Bob Marley qui m'a toujours drivée et qui disait « On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'au jour où être fort reste notre seule option. » C'est drôle, ça me rappelle une citation de lors de mon 3e accouchement qui s'est fait sans épidural. Puis j'étais comme « Oh non, ça va être trop difficile, ça va être trop difficile. » Puis l'infirmière qui était juste à côté de moi m'a dit « T'es beaucoup plus forte que tu penses. » Exactement. OK, peut-être. Si elle le dit ça. Si elle le dit, peut-être que c'est vrai. Effectivement. Et puis, c'est que la vie, elle nous fait face à des réalités, face à des situations. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment que tu te présentes pour nos auditeurs, pour nos auditrices aussi, celles qui nous regardent ou qui nous écoutent sur les différentes chaînes. Qui est Sarah Plouffe, la femme entrepreneur, mais la femme aussi, Sarah. Puis c'est tout drôle de t'appeler Sarah. C'est vrai que ça fait drôle. Hein? Bonjour Sarah, merci Sarah. C'est comme si on se parlait à soi-même. Exactement. Ben oui, je suis une Sarah toute simple qui a évolué dans un parcours que je n'avais pas prévu, hein, comme un peu tout le monde. Mais mon histoire, là, si je peux dire, commence un peu dans ma jeunesse. À 23 ans, j'ai eu un diagnostic de la maladie de Crohn. Ça a changé la trajectoire parce qu'à ce moment-là,
Je sortais de l'université. J'étais remplie d'espoir, d'optimisme. Je voyais ma vie, là, je l'avais comme un peu dessinée dans ma tête ou planifiée. Je me voyais avoir des enfants, une famille, une carrière dans le monde de l'éducation. C'est dans ce monde-là que j'ai fait mon parcours académique. Et puis, du jour au lendemain, les médecins m'annoncent non, tu as une maladie chronique. Ça va changer le cours de ta vie. En fait, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Tu ne pourras probablement pas travailler. D'accord. Pour moi, c'était déjà une source d'épanouissement, le travail. J'avais besoin de quelque chose. Tu parlais de drive tout à l'heure. D'accomplir quelque chose, ça nourrit l'intérieur. Tellement. Donc, ça a été un grand moment de noirceur, je pourrais dire, parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir là, dans le futur qui m'était proposé par les médecins. À ce moment-là, par contre, parce que j'ai eu un bon réseau, là, j'ai un bon soutien, j'ai ma famille et tout ça, je ne suis pas restée tombée trop longtemps. Mais c'était quand même un moment où je me suis posé toutes les questions existentielles, là. OK, bien, si j'ai pas d'avenir, alors qu'est-ce que j'ai? Puis, ce qui m'a permis de me sortir de ce moment-là, c'est vraiment de trouver mon chemin à moi, ma façon à moi. Les médecins me proposaient une façon de faire, un chemin à suivre avec une médication qui, essentiellement, était pour couper complètement la réaction de mon système immunitaire et donc causer toutes sortes d'autres effets secondaires importants. Puis ces effets secondaires, c'est comme tu disais, la maladie de Crohn, c'est ça? Oui. Puis pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire, ça veut dire quoi spécifiquement? Qu'est-ce que ça fait sur le corps? Hein? Parce que là, tu disais que les médecins te disaient que tu ne pouvais plus avoir d'enfants, que tu ne pouvais peut-être pas travailler. Donc, ça veut dire que ça touche ton système immunitaire. C'est quoi spécifiquement? C'est une réaction, en fait, de mon système immunitaire qui fait en sorte que la paroi de mon intestin épaissit et puis que l'intestin fonctionne plus très, très bien. Donc, avec le temps, habituellement ou souvent, on voit les gens qui ont des chirurgies pour enlever un morceau de l'intestin à la fois, puis on vit tant bien que mal, mais on a quand même des chances de mourir prématurément, etc. Et en plus d'avoir une vie qui est plus ou moins exaltante parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie quand on est malade, hein, puis on n'entreprend pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, c'était ça. C'était, tu vas prendre une médication qui est très, très, très puissante, qui va te rendre vulnérable à toutes sortes d'autres maladies. Et en plus, on va t'opérer, on va t'enlever des morceaux une fois de temps en temps. Tu vas peut-être même avoir un sac à l'extérieur. Là. C'était très décourageant à 23 ans. Ben, j'imagine. C'est surtout que c'est la fleur d'âge. Quand on sort de l'université, pour nous, c'est ça le début de la vie. La jeune adulte, tu vois, on venait de finir les études et tout, donc on veut croquer la vie à pleines dents. Absolument. Et tout. Puis là, on t'annonce une nouvelle pareille. Donc, ça doit être vraiment frustrant à cette époque-là. Oui, c'était déconcertant. Hein? Puis je voyais aussi ma famille qui était blessée puis qui ne savait plus comment gérer cette situation-là. Quand on me l'a annoncé, je me souviens très, très bien, là, assise dans le lit de l'hôpital. Ça faisait 2 semaines qu'ils cherchaient puis qu'ils ne trouvaient pas la nature de la maladie ou la cause. Puis quand on me l'a annoncé, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré pour à peu près 15 minutes. Puis après ça, il y a comme un genre d'élan de je ne sais pas d'où c'est sorti, mais qui m'a fait comme OK, ben ça c'est la nouvelle réalité, let's go. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on va trouver pour répondre à notre nouvelle réalité? Puis au début, c'était OK, je vais me fier aux experts qui sont là, qui me proposent une voie au moins qui n'est pas la mort. Parce que pour être honnête, c'était ça. J'ai eu peur de mourir à ce moment-là. Je pesais 50 livres de moins que maintenant. Et donc, j'ai suivi ce parcours-là pour un certain temps. Mais après une année où j'ai comme senti que ça ne fonctionnera pas dans cette direction-là. Il faut que je trouve mon parcours à moi. Je ne peux pas suivre le parcours de quelqu'un d'autre ou me fier à ce que les autres puissent décider pour moi, pour ma santé à moi. C'est à ce moment-là que je me suis tournée plus vers l'intérieur. Puis souvent, on dit que la maladie de Crohn, puis comme plein d'autres maladies, en fait, hein, c'est un peu causé par le stress qu'on emmagasine, notre propre
pression qu'on se met sur les épaules. Je sais que moi, pour l'université, j'avais vécu un stress énorme, puis ça s'est déclenché tout de suite à la fin des classes, à la fin de mon bac. Donc, j'ai tourné le regard plus vers l'intérieur, puis je me suis mise à écouter un peu la voix intérieure qu'on n'écoute pas, puis surtout les femmes n'écoutent pas toujours cette petite voix intérieure-là. On est comme entraînés, dans le fond, dans la vie de tous les jours, socialement, avec nos familles, avec nos amis, à écouter ou à faire confiance à ce qui vient de l'extérieur. Exactement. Et non pas tellement à écouter la voix intérieure qui est plus timide parfois, ou qui ne crie pas aussi fort que les autres voix de l'extérieur qu'on peut entendre, puis qui ne semble pas toujours logique non plus. On a tendance à aller vers ce qui est prouvé, ce qui est scientifique, ce qui est logique. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Là, dans mon monde, j'ai aussi beaucoup d'espace pour ça. Mais il y a un côté qui est intuitif, il y a un côté qui vient de notre facteur unique à nous. Puis cette voix-là, on ne nous montre pas à l'école nécessairement comment l'écouter. C'est pas quelque chose qu'on discute tellement. C'est quelque chose qu'on peut découvrir, puis surtout, souvent, à travers les défis, c'est là qu'on fait face à comme, OK, je peux prendre telle trajectoire ou je peux peut-être me tourner vers quelque chose qui est un peu différent, qui m'appartient vraiment. C'est vrai, c'est tellement, tellement vrai ce que tu dis. Nous, les femmes, même des fois, on ne fait pas du tout confiance à cette voix qui est intérieure. Tu sais, c'est comme on fait toujours confiance à l'extérieur. Oui. Et puis, le moment où cette petite voix, elle crie le contraire de ce qui est dit autour de nous, on ne lui fait pas confiance. Et comme on entraîne notre cerveau, notre inconscient de ne pas lui faire confiance, à un certain moment, on se retrouve un peu sans aucun repère. Oui. Donc, de savoir comment nourrir ou comment écouter cette voix qui est à l'intérieur de nous. Puis c'est drôle, ça vient me chercher profondément ce que tu dis, parce que en tant que femme, en tant que maman, en tant que être humain, surtout en tant que femme, on a toujours peut-être été conditionnés. Tu sais, nous, on va recevoir, et on est là pour accommoder les gens qui nous entourent, mais on oublie de s'accommoder soi-même. Et ça, je pense que des fois, lorsqu'on a un sacré défi dans la vie qui nous montre que on existe. Ouais. En fait, c'est comme si on n'existe plus, on n'existe que pour les autres. Et c'est le défi qui va nous permettre de voir que il y a un être humain à l'intérieur de nous, il y a une âme à l'intérieur de nous qui crie fort, qui a besoin d'être écoutée, puis qu'on ne l'écoute pas. Puis toi, là, tu as 23 ans, tu as su vraiment t'écouter, puis de suivre ton intuition par rapport au traitement, puis par rapport à tout ce que ça a été dit. Comment tu as vécu, comment tu as fait? Je sais pas si j'ai su, mais j'ai comme pas eu le choix. Parce que l'autre alternative fonctionnait pas vraiment pour moi. Je devenais de plus en plus malade. Moins je m'écoutais, plus j'écoutais les autres, moins ma vie allait dans une belle direction. C'est le but ultime qui est venu guider un peu la pensée. Puis moi, quand je fais du coaching avec les autres, mais la base d'atteindre nos objectifs, c'est tout le temps qu'on commence avec la pensée qui mène à l'émotion, qui mène à l'action, qui mène au résultat. Donc, moi, je suis partie du résultat de c'est quoi la vie que je veux? Comment je vais arriver à créer cette vie-là? Puis souvent, les femmes, on a tendance à penser peut-être que on peut vivre les émotions de façon très, très intense parfois. Puis on a peut-être tendance à penser que c'est comme un tendon d'Achille ou comme une faiblesse qu'on a. Moi, je suis tellement convaincue que c'est comme un super pouvoir qu'on a, parce que quand on a une grande émotion, on peut répondre avec une grande action et créer un grand résultat. Exactement. Donc, de ne pas essayer de camoufler ou d'ignorer les émotions qui sont générées en nous, mais vraiment de prendre ça comme le catalyseur de l'action pour obtenir le résultat. Donc, pour moi, ce que ça a voulu dire essentiellement, c'est que j'ai laissé de côté un peu les recommandations du monde médical traditionnel, et puis je me suis tournée vers des changements d'alimentation, des choses que moi, je contrôlais. La gestion de mon stress, le yoga, toutes les choses que moi, je pouvais faire pour vraiment retrouver ma voie à moi, VOIX, mais VOIE aussi, mon chemin à moi.
Puis la vie, c'est l'essai-erreur. Donc, j'ai dû découvrir ce qui fonctionnait pour moi. C'était pas comme un livre qui était déjà écrit, mais Exact. à travers le temps, à travers les années. Puis aujourd'hui, non seulement j'ai eu une carrière de niveau exécutif, mais là, j'ai une carrière, une entreprise. J'ai donné naissance et porté C'est ça ce 3 que je voulais dire. magnifiques enfants qui sont en pleine santé Wow. aujourd'hui, qui sont devenus des adolescents dont je suis tellement fière, qui ont un parcours incroyable. Je suis une maman aussi de 2 autres adolescents. Donc, mon conjoint a 2 adolescents, 5 adolescents à la Wow. maison. On Ça doit être vraiment le s'amuse. fun. Absolument. Ouais, Donc, c'est ça ce que tu as suivi l'appel, on va dire, intérieur ouais, de ton âme, puis ça t'a ramené vers un autre chemin, pas forcément un chemin, on va dire, qui est expliqué par la science, mais qui était ton chemin à toi et que tu as fait ce choix-là parce que tu avais le contrôle, on va dire, sur les éléments que tu voulais, que ce soit au niveau de la gestion des stress, la gestion des émotions, la nourriture, le sport, etc. ouais. Et tout ça, si on veut voir différemment, ben c'est ce que ça devrait être pour tout le monde. Tu sais, c'est comme pour rester en bonne santé, ben ça passe par la nourriture, ça passe par la gestion des émotions, Tout à ça fait. passe par le sport, parce que le sport, ça nourrit, ça donne de l'énergie. Et Absolument. donc, tout est lié. Mais nous, souvent, on oublie ça. On prend pour acquis la santé. Ouais. On prend pour acquis que voilà, le corps, il va suivre, puis on n'a pas besoin de rien faire pour le guider ou pour le ramener vers là où on doit le ramener. Mais toi, là, c'est que tu as fait le contraire. Puis tu as su comprendre qu'à un certain moment, que c'est ce qui serait nécessaire pour toi ou c'est peut-être l'appel à l'intérieur de toi qui te disait c'est le chemin qui va faire la différence pour toi. C'était le seul chemin que je Wow. pouvais prendre, hein. OK. J'avais pas d'autre Tu n'avais choix. pas d'autre chemin. OK. Non, j'avais pas d'autre chemin. J'ai été comme obligée de me tourner vers mon intérieur à moi pour trouver ma solution à moi parce que là, je voyais bien que les solutions des autres n'étaient pas pour fonctionner pour moi. Soit parce que physiquement, la réaction n'était pas celle que je souhaitais, soit à travers les valeurs. Moi, ça me tentait pas de vivre une vie où est-ce que je dépendais du système médical pour régler mes problèmes. Mhm. Je voulais pas ça. Je voulais pas vivre une vie longue mais malade. Aujourd'hui, je veux dire, je fais du jogging plus longtemps que la plupart des gens. Là, j'arrive à la cinquantaine. Je suis en pleine santé. J'ai vraiment utilisé mon intérieur, ma pensée Mhm. pour générer ce que je voulais comme résultat. Puis souvent, les femmes, on se tourne vers le service des autres, hein. J'ai comme compris, pas jamais à 100%. Je travaille encore Ben sur oui. le fait de comprendre que mieux je suis connectée avec mon intérieur à moi, mieux je peux servir les autres. Parce que souvent, les femmes, comme tu disais si bien, on veut accommoder, on veut créer l'harmonie autour de nous, Mhm. on veut élever des enfants dans le bonheur, dans la douceur, avoir des familles, des conjoints. Ce que je peux offrir aux autres, si je ne me l'offre pas à moi en premier, je ne peux pas bien l'offrir aux autres. Exactement. Donc, ça a passé à travers tout ce chemin-là aussi, de pouvoir m'offrir ce dont j'avais besoin avant de pouvoir l'offrir aux autres de la meilleure façon possible. C'est ça. Puis malheureusement, on ne nous apprend pas ça. Non. On ne nous On nous apprend pas apprend le que... contraire, même. Exactement, que oui, tu dois te tasser, tes envies, tu dois pas Ouais, prendre soin. C'est d'abord l'autre, d'abord l'autre. ouais. Mais finalement, nous, en tant que femmes, on est la colonne vertébrale de la famille. Donc, si on n'est pas bien, ben, comment on va prendre soin des autres? Comment on va être dans cette cohésion familiale Tout à si fait. le noyau de la famille, il n'est pas bien, si le noyau de la famille, il se sent pas bien. Puis, je donne souvent l'exemple, tu sais, comme la voiture. Elle a besoin de gaz pour Ouais, partir d'un point A vers un point B. Ben, si on ne l'alimente pas, si on ne la nourrit pas, elle ne pourra pas rouler jusqu'au point B. Elle va s'arrêter au milieu du chemin. C'est pareil pour nous. Si on ne nourrit pas à l'intérieur de nous tout à fait. de nos envies, tu sais, plusieurs femmes, que ce soit après, je ne sais pas, une séparation, un divorce, Ouais, elles ne se reconnaissent plus, elles ne savent même plus
qu'est-ce qu'elles aiment ou qui elle est vraiment. Et puis, je trouve des fois, c'est dommage d'arriver à ce stade-là jusqu'à ce qu'on ait besoin d'une séparation ou d'un divorce ou peu importe, que tu te Pour se retrouves retrouver. seule, Ouais. que ta vie, elle tournait autour d'une personne ou d'une réalité, et Ouais. finalement, tu te connaissais pas du tout dans cette réalité, et que tu commences à te connaître ou à apprendre à savoir qu'est-ce qui te fait plaisir, que ça soit, même lorsqu'on tombe malade des fois, Ouais. tu sais pas qu'est-ce que tu voulais, mais qu'est-ce qui Ouais. va me faire plaisir, qu'est-ce qui va me sortir de là, qu'est-ce qui me donne l'envie de me réveiller le matin, Hmm. etc., etc. Et donc là, ça met en perspective énormément de choses, hein. Tout à fait. Puis on a presque tendance à penser que c'est de l'arrogance de bien s'occuper de soi Oui, ou de se préoccuper de ses désirs, ses besoins. Euh, Quand on tourne ça de côté, là, puis qu'on va à la réponse des besoins des autres, on trouve pas que c'est arrogant. Mais quand on le exactement. fait pour nous, et tu le dis si bien en plus, quand la femme, c'est comme le backbone ou la colonne vertébrale des familles. Puis selon moi, ça fait en sorte qu'on est les colonnes vertébrales de la société parce que les familles peuvent pas bien fonctionner. Une société peut pas bien fonctionner si les familles sont pas en santé. Exact. Donc, si la femme est pas en santé physique, mentale, etc., comment on peut bien servir notre famille et notre communauté, notre société? C'est comme une façon de penser là, à reculons. Il faut comme revenir puis Ouais. partir au point de départ pour se donner un peu la permission. Puis c'est souvent le genre de conversation que j'ai avec les femmes pour leur redonner, souvent, oui, dans un moment de séparation, un moment de défi qui leur est présenté par la vie, la permission de se retrouver, Mm. la permission de se demander qu'est-ce que je veux vraiment, la permission de se dire, oui, tu le mérites. Exact. Ce que tu désires, tu le mérites, donc tu peux choisir d'investir le temps, les ressources, l'énergie nécessaires pour l'accomplir et pas toujours te mettre en deuxième, en troisième, en quatrième. Mm. Exactement, exactement. Puis toi, Sarah, tout au long de parcours, tu sais, c'est comme, je pense que ça a été aussi challengeant de se retourner contre soi, Ouais. de trouver ta voie, VOIE, ton Ouais. chemin à travers tout ce que, le seul choix que tu avais à ce moment-là au niveau de ta santé. Mm. Comment ça a été ce chemin-là? Tu sais, je crois que ça doit être quelque chose de différent parce que tu sors, on va dire, du cadre. Tu sais, Mm. souvent, quand on a une situation, un défi santé, ben, le seul chemin qu'on va suivre, c'est vraiment le chemin médical que les médecins vont nous prescrire, etc. Ouais. Mais là, tu es sorti du cadre. Comment tu as vécu aussi cette sortie du cadre, ton environnement, et puis comment les étapes jusqu'à ce que tu deviennes la Sarah entrepreneur aujourd'hui qui Mm. accompagne les femmes dans leur leadership, dans leur prise de conscience et leur maîtrise on va dire, de leur vie, hein, on peut le dire Mm. de cette façon. C'est quoi le chemin que ça a été et comment il a été ce chemin-là? C'est un chemin en dents de scie, hein, je pense, comme pour tout entrepreneur ou tout humain vers l'accomplissement de quelque chose. Ça a été des petites étapes à gauche, à droite, des essais et des erreurs, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage. Moi, j'aime toujours, je suis de plus en plus confortable Mm. avec les erreurs parce que je pense qu'à travers les zones où c'est vraiment inconfortable, les zones où on fait on chemine dans un environnement où on ne connaît pas les réponses avant d'y aller, où on fait des erreurs et on doit corriger notre tir, bien, c'est là qu'on apprend le plus. Mm. Puis la croissance, elle est là, à l'extérieur de notre zone de confort. Puis c'est sûr que c'est ça. La maladie, avant d'être malade, j'avais des signaux qui me mettaient un petit peu là, dans l'inconfort ou dans un petit message qui me donnait peut-être des signes de Ah oui, tu devrais peut-être faire des petits changements. Mais c'était pas une voix qui était suffisamment forte. Donc Mm. là, mon corps m'a dit Oh non, là, on signale un arrêt complet euh, qui me mettait dans une zone complètement inconfortable où là, j'étais forcée de faire des changements, mais ça m'a comme forcée à apprendre à faire des petits changements cumulatifs qui, au bout de la ligne, font en sorte que là, on a comme fait un 180 degrés. Mhm. Souvent, les gens, dans le changement, on va essayer de faire un 180. OK, Exact. aujourd'hui, je vais mieux manger. Mm. Ah,
Ça, c'est très difficile à faire parce que c'est trop un gros changement. Mais si on accumule le 1 aujourd'hui, plus 1 demain, plus 1 la semaine prochaine, bien, au bout d'une année, on a un changement qui est incroyable, qui est Exact. significatif, qui est plus que notre 180 peut-être, puis qui s'est fait en douceur. Moi, je pense que c'est ça. Ma recette, ça a été de faire des petits changements au fur et à mesure, de découvrir ce qui fonctionne pour moi et d'apprendre autant, sinon plus, dans ce qui ne fonctionne pas pour moi, puis d'être capable de mettre le doigt là-dessus, puis de corriger le tir. C'est vraiment super ce que tu partages. C'est vraiment cet essai-erreur. Puis dans cet essai-erreur, souvent, on a peur. Oui. On a peur... la réaction des autres aussi. Le jugement, c'est ça. Puis toi, dans cette peur de jugement, comment tu as pu, on va dire, la dépasser? Parce que, tu sais, je dirais, quand on est un peu jeune, donc les peurs, elles s'amplifient. Là, on a envie d'être accepté par notre environnement. On a la peur de jugement, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Tu disais tout à l'heure la peur de la mort, parce que c'est sûr que quand on a des annonces aussi radicales par les médecins, ben que tu n'as pas la possibilité d'avoir des enfants, tu n'as pas la possibilité de travailler, peut-être que tu n'as pas la possibilité de vivre longtemps. Ouais. Donc, toutes ces peurs-là, vient aussi la peur, certainement la plus, comme je disais tout à l'heure, celle de jugement. Ouais. Comment tu as fait pour dépasser ces peurs-là? Et qu'est-ce que tu as fait, on va dire, comme des choses qui t'ont permis de dépasser ces peurs-là? Bien, d'abord, je pense que je me suis mise à écouter, mais à croire ma voix à moi, au-delà de ce que j'entendais autour de moi. J'étais aussi bien entourée, ou j'ai commencé à mieux m'entourer. Les gens qui questionnaient mes choix devenaient moins importants pour moi. Si tu voulais être dans mon cercle, alors tu étais pour accepter les choix que moi je faisais. Ça a pris un moment où j'ai dû m'éloigner de plusieurs personnes, en fait, pour avoir le calme, le silence peut-être un peu, pour entendre ma voix qui était rendue très, très, très petite, très, très, très douce. Ouais. Je ne l'entendais plus tellement. Je ne la reconnaissais pas. Je ne savais même pas qu'elle était là par moment. Donc, de calmer un peu mon monde extérieur pour trouver des moments de ressourcement et de connexion avec soi. Puis quand je parle en coaching, on parle toujours de la connexion sur 3 points particuliers. 1, toujours la connexion avec soi. 2, la connexion avec sa mission. Ça a fallu que je redéfinisse pour moi, ça va être quoi ma mission de vie? Là, on vient de m'arracher ma mission que j'avais déjà planifiée à 23 ans, que j'avais déjà imaginé, visualisé, puis étudié pour, aller vers ce point B-là. Là. Mais là, je ne l'avais plus. Donc, tu étais sans aucun repère, c'est ça? Sans repère. J'avais l'opportunité de créer un nouvel objectif pour ma mission. Et puis, j'aurais pu, c'était comme d'une journée à l'autre, là, dans les premiers jours, dans les premiers instants, c'était facile de retomber vers, OK, bien, ma mission va être celle que les autres personnes ont acceptée qu'elle pouvait être pour moi. Donc, je vais être malade. Ça pouvait être ça, ma mission. Mais il a fallu vraiment que je choisisse de recréer de façon très consciente, avec une intention particulière de non, je dis non à ça. Et puis, il y a des experts qui nous expliquent comment c'est fort, comment on peut dire non, merci. Je l'ai entendu, cette peur-là, que oui, je pourrais encore être malade, mais je choisis consciemment autrement. Et donc, si je tourne vers le regard, vers autre chose, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mes actions? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mes choix? Donc, j'ai été très consciente ou délibérée dans le choix de ce que je laissais entrer dans mon environnement avec les gens qui me côtoyaient, dans mon alimentation, mais aussi dans ma tête, dans le type de pensée que je choisissais d'entretenir. Parce que notre cerveau, on le sait, là, c'est comme un jardin. Puis si on laisse pousser les mauvaises herbes, c'est facile. Là, je vois mon jardin à moi qui, en ce temps-ci, il y a plus de mauvaises herbes que de belles fleurs parce que je n'ai pas eu le temps de désherber. Ouais.
Et c'est tellement pertinent ce que tu dis, c'est le choix. Ouais. Et c'est le mot, je pense que tu l'as dit, tu l'as répété, puis je pense que c'est la clé. Parce que dans notre vie, souvent on se dit « Ah, mais non, j'ai pas le choix. » Tu sais, j'ai pas le choix d'avoir... Et c'est facile de se dire qu'on n'a pas le choix et de remettre, on va dire, sur l'autre que voilà, c'est les médecins, j'ai pas le choix. Ils m'ont dit « J'ai pas le choix de prendre mes médicaments » ou « J'ai pas le choix, je dois prendre mes médicaments » ou quoi que ce soit. Mais finalement, on a le choix. On se voit comme une victime quand on n'a pas le choix. Moi, je suis allergique à l'auto-victimisation. Ouais. Je pense que la seule façon dans la vie d'avancer, d'aller vers les buts qu'on se fixe, c'est de jamais blâmer les autres pour la situation. J'aurais pu blâmer les médecins, j'aurais pu blâmer, je sais pas moi, l'école pour le stress que j'ai vécu, peu importe. Rendu là, il n'y a aucune raison pour gaspiller mon énergie et mon temps. J'en avais pas à gaspiller du temps puis de l'énergie. J'ai comme concentrer toutes mes ressources sur faire confiance à ce que moi je voulais. Puis la victimisation, j'avais pas le temps pour ça. J'avais plus de place pour ça. S'il y avait une personne qui pouvait me sauver, c'était moi. C'était juste moi. Donc, il fallait que je ferme le regard vers le blâme envers les autres personnes. Puis ça, je l'ai maintenu. Je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, peut-être par défaut maintenant, je suis optimiste au plus haut degré. Je suis tellement animée et contente d'avoir toutes les opportunités de vivre la vie que je vis, que les gens qui veulent blâmer les autres ou se voir comme des victimes, j'ai plus de temps pour ça, j'ai plus de place pour ça. Je crois tellement dans le potentiel illimité de chaque personne. Je voudrais tellement aller vers la nouvelle génération, en plus, les jeunes à l'école qui apprennent toutes sortes de choses, mais qui n'apprennent pas nécessairement combien ils ont le pouvoir de choisir leur trajectoire. Hein. On leur dit, ben toi, tu as un TDAH, toi, tu as des limites à tel niveau, à tel niveau. C'est pas grave, ça. C'est ce qui fait ton pouvoir unique, ta personnalité. Mais je veux que les jeunes, autant que les femmes, parce que les femmes, hein, on en a discuté tout à l'heure, on a comme un penchant des fois vers voir notre rôle comme étant pas si puissant que ça. Mais moi, je pense qu'on est des puissances ultimes. Et je voudrais que les jeunes et la nouvelle génération voient ça aussi. Donc, élever nos enfants pour qu'eux voient ce pouvoir-là en eux-mêmes, puis qu'ils aient confiance, puis qu'ils soient à l'écoute, eux aussi, de leur petite voix intérieure. Puis, tu sais, c'est comme tu disais, c'est cette énergie. Moi, j'ai appris aussi avec la vie, avec toutes les expériences, l'énergie, elle est précieuse. Et puis, elle est tellement précieuse qu'aujourd'hui, je n'aime pas l'épuiser. Et que tu comprends que quand tu es ton énergie, et donc que tu veux l'élever, que tu veux la préserver, c'est là où que tu veux voir autour de toi des personnes qui vibrent de la même énergie que toi. Puis ceux qui ne vibrent pas de la même énergie que toi, c'est malheureusement, ils vont plus faire partie de ton cercle parce que c'est un choix que tu fais. Puis c'est pas un choix que tu ne veux plus qu'ils fassent, mais l'énergie elle-même, elle fait en sorte que il y a plus une attirance. Puis les personnes, ils font plus partie de ta vie, mais c'est juste la réalité. L'évolution, elle est telle. Puis nous, l'être humain, on est un être d'évolution. Je pense que c'est la seule... parmi on va dire les seules constantes qui sont véridiques et qui sont maintenues, c'est la première des choses, c'est que tout le monde va mourir. Ça, c'est une réalité. On peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Puis l'autre chose, c'est que on est des êtres changeants. Donc même la vie elle-même, les arbres changent au niveau des saisons et tout ça. Et donc pour moi, ce sont les deux choses qui sont véridiques et qui sont là. C'est qu'on change. Et que c'est la mort, elle est toujours là. Enfin, elle est là, tout le monde, il ne va pas échapper, mais tu peux avoir ton énergie autour de ce que tu veux et autour de les choses que tu aimes. Puis toi, tu l'as fait, tu dis que avec le coaching que tu donnes, donc tu nous disais que tu faisais 3 choses, puis je pense qu'il manquait la 3e. Ah, puis je suis pas allée vers la 3e, c'était la connexion avec... C'est ça, tu disais que c'est par rapport à soi, donc de se connaître soi-même, puis de connaître la mission, et je suis curieuse de connaître la 3e. Oui, en fait, c'était la connexion, parce que d'abord, c'est la connexion avec soi, la connexion avec les autres.
Ensuite, on va vers la connexion avec notre environnement ou les gens autour de nous. D'accord. Mais si on saute les étapes, puis qu'on est toujours dans la connexion avec les autres, avec l'environnement, on perd l'identité de qui on perd la mission ou la drive là, vers notre mission à nous. Donc, on a tendance à aller vers le troisième pont qui est beaucoup plus facile. Mais si on n'a pas les deux autres, c'est plus difficile même d'entrer en relation avec les autres quand on ne sait pas qui on est. Exactement, exactement. Puis je voulais rajouter à ton point, parce que tu dis qu'on est des êtres d'énergie ou qu'on veut comme peut-être amplifier l'énergie qu'on a. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis tu en es un bon exemple, là, je devrais dire, pour t'avoir côtoyé un peu dernièrement, une énergie positive qui vraiment influence les autres. Puis moi, ça a été quelque chose que j'ai dû travailler aussi, d'aller vers les actions, les pensées qui génèrent de la joie en moi. Puis c'est pas l'environnement qui est responsable de créer notre propre joie intérieure. Hein. Notre joie intérieure, c'est ce qui nous donne l'énergie pour continuer à travers les moments qui sont plus difficiles ou le travail qu'on doit mettre pour arriver à l'atteinte de nos objectifs. Mais comment on remplit notre sac de joie, ça nous revient à 100 %. Puis c'est souvent dans les choses les plus simples. Mais les gens, parfois, ont tendance à oublier comment remplir leur petit bassin de joie pour continuer à avancer dans la vie. Donc, ça a été un autre aspect là, dans mon développement que j'ai... Puis je suis curieuse, c'est quoi qui remplit ton bassin de joie, Sarah? Écoutez, moi, là, c'en est presque tannant pour les gens avec qui je vis, je pense, là. Mais c'est les petites choses, là. Ce matin, je me suis coupé une belle pivoine dans mon jardin. Je l'ai placée dans un petit verre, je l'ai mise à côté de mon lit. J'en ai mis une sur le comptoir de la cuisine. À chaque fois que je passe à côté, je le sens, je remplis mon bassin de bonheur. Wow. C'est des petites choses au quotidien comme ça, mais il y en a 50 dans une journée. C'est le regard de quelqu'un qui est complice un peu. Je travaille souvent sur des choses qui sont ultra sérieuses, mais je le fais dans le bonheur total, puis ça me nourrit au quotidien dans les échanges que j'ai avec les gens. En coaching, c'est pas mon objectif que j'avance, c'est l'objectif de l'autre personne qui vient me voir. Mais les gens viennent me voir lorsqu'ils sont pris. Ils ont des obstacles, ils voient plus la lumière au bout du tunnel. Moi, après la conversation, ça me remplit de bonheur de pouvoir voir comment les gens se métamorphosent et changent. Quand ils entrent dans mon bureau, ils ne savent pas où ils vont aller, ils sont découragés de la vie, ils voient juste les obstacles. Quand ils sortent de mon bureau, ils ont un regain d'énergie, ils savent vers où aller, ils ont identifié la solution pour eux, puis ils sont prêts à prendre action, puis ils sont excités de prendre action. Moi, ça me nourrit au quotidien de prendre cette énergie-là, puis c'est même pas mon objectif que j'avance, mais ça me nourrit de voir les gens qui avancent dans leur vie. Wow. Ben, merci beaucoup, Sarah. C'est vrai que, tu sais, moi, ce qui me drive puis qui remplit mon énergie, moi, c'est la musique et la danse. Moi, c'est vraiment, tu me vois chez nous, c'est... Dans la cuisine, dans le salon. Et je le dis, en tout cas, les personnes qui sont très, très proches de moi, je dis, dans une autre vie, j'allais être un DJ. Il n'est pas trop tard. Il est Justement, il y a quelqu'un qui est très proche de moi, donc il me dit « Ah, il n'est jamais trop tard pour réaliser ça. Peut-être je vais commencer à explorer ce côté. » Mais je me nourris de musique, je me nourris de danse. Tu me mets n'importe où. Tu sais, ne serait-ce que hier, on était sortis en famille, puis... il y avait de la musique dans l'endroit où on était, mais je dansais parce que c'est ce qui me vibe. Et puis là, sur un certain moment de ma vie, j'avais mis ça de côté. Je comprenais plus qu'est-ce qui me faisait plaisir, puis je le tassais parce que je nourrissais pas ce côté-là. Et puis jusqu'au jour où je ne me reconnaissais plus, je savais plus qu'est-ce qui me faisait plaisir. Mais là, ça fait quelques mois ou quelques années maintenant que je travaille sur moi-même. Exactement. Et je redécouvre les choses qui me font plaisir. Donc là, il n'y a pas une journée qui va passer sans que je fasse
fasse de la musique Super. ou de danser. Tu sais, et la musique, selon mon mood, c'est sûr que si je suis pas dans le meilleur de mes moods ou l'énergie, elle est pas là, je vais faire quand même de la musique, mais Ouais, de la musique douce. ouais, Mais c'est parce que j'ai besoin de ce moment-là. Et ça met en perspective, on va dire, notre quotidien parce ouais. qu'on fait ce qui nous fait plaisir. Et comme tu dis, c'est des choses qui sont vraiment futiles. Tu sais, c'est pas, ça va pas me demander énormément de temps, ni d'argent, ni rien du tout. Je vais aller sur Spotify, je clique sur ma playlist et puis Tout c'est à bon, fait. ça augmente mon énergie. Mais pourtant, on met tout ça de côté parce qu'on n'est pas dans, on n'est plus connecté à nous-mêmes. C'est simple, ça coûte rien, mais ça change comment on pense, ça change comment on se sent dans notre cœur, dans notre émotion, puis ça change l'énergie que notre corps peut avoir, hein. Moi aussi, là, si tu me mets de la musique, puis je suis en train de faire le souper, là, oh yeah! Des fois, j'ai tendance à faire honte à mes adolescents, mais c'est pas grave! Mais oui, d'être capable d'aller chercher. Puis en plus, la musique, en fait, en particulier, je trouve que c'est un excellent médium pour vivre les émotions qu'on a à vivre. Ouais. C'est pas vrai là, qu'à travers la maladie, il y a juste des belles émotions positives. Il y a des émotions plus douloureuses ou plus difficiles. Puis c'est normal. La musique peut nous aider à ressentir ces émotions-là pour après ça être capable de les laisser aller. Moi, Exactement. j'ai appris à jouer, à faire de la musique aussi un peu plus tard, là, vers le 35 ans. Pour mon anniversaire, j'ai reçu une guitare. Maintenant, je suis capable de jouer, de Wow. chanter. Ça m'apporte un apaisement comme à peu près rien d'autre. C'est comme si, à travers ça, on peut évacuer certaines des tensions qu'on a Exactement. accumulées et puis retrouver puis renouer avec cette partie de nous qui est à la fois créative, mais qui est dans l'émotion, dans l'expansion de tout ça. Waouh, waouh, ben c'est fascinant, c'est fascinant. Ben, écoute, Sarah, je te remercie vraiment pour tout ce partage, puis pour ta douceur, ton ouverture. Puis avant de clôturer notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu partages avec nous quelque chose ou ce que les femmes peuvent retenir ou comment tu peux Hmm. les encourager. J'aimerais vraiment que tu nous partages quelque chose que les femmes peuvent faire aujourd'hui, celles qui passent pas à travers un défi. Hmm. Ben, je pense que ça serait peut-être de vous faire confiance, d'aller au contact, à la recherche, de la petite voix qui est à l'intérieur, que des fois on entend, mais qu'on efface ou qu'on Mhm. dit non, non, pas tout de suite, là, j'ai d'autres voix de l'extérieur qui viennent nourrir mes choix, mes décisions, mon parcours. Soyez à l'écoute, créez des moments dans vos vies qui vont vous permettre de renouer avec cette voix-là, et puis faites-lui une place de choix au cœur de vos décisions. Moi, mon entreprise de coaching s'appelle Coaching Ma Destinée parce que j'ai fermement l'impression qu'on peut créer, on peut atteindre notre destinée une pensée à la fois. Donc, allez-y dans la pensée qui crée l'émotion, qui nous mène à l'action qu'on veut choisir pour créer le résultat qu'on veut. Wow. Merci beaucoup, Sarah, pour ce conseil. Puis je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a tellement fait plaisir. Merci à toi, Merci. Sarah. Merci.